Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je crois que par rapport à ce que Franck vient d'évoquer, vous allez retrouver une partie de ce discours-là, mais moi je vais prendre un angle qui va être beaucoup plus pratique et peut-être moins recherche, même si on peut évoquer de la recherche à côté bien sûr, mais l'idée c'était aussi de pouvoir vous mettre en avant un certain nombre d'illustrations de pratiques avec les tablettes, dont certaines même on va les expérimenter en live pour voir ce qu'on peut en faire et comment ça peut être exploité, utilisé avec les élèves. Donc, très rapidement, parce qu'évidemment, il y a des choses qui ont déjà été évoquées, donc je ne vais pas y revenir longtemps, les caractéristiques des tablettes, simplement en termes de manière dont on peut les exploiter. Numérique, ben oui, parce que le numérique, ce n'est pas qu'un domaine compact et avec une seule connotation. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de numérique et quelles sont les compétences à développer quand on parle de numérique, aussi bien chez les élèves que chez les enseignants. Donc l'idée d'avoir aussi au service des enseignants des outils qui leur permettent peut-être de réfléchir à quel est leur niveau de pratique et un certain nombre d'illustrations par et pour les élèves, de façon à pouvoir après discuter justement de la pertinence de ces pratiques ou de la manière dont elles sont évaluées comme positives pour l'apprentissage et pas uniquement que pour la motivation que ça peut susciter. Et évidemment quelques éléments de conclusion pour clôturer. Alors, ce que j'avais prévu dans un premier temps, c'était de vous faire réagir et de vous faire intervenir. Et donc, je vais tout de suite passer à mon autre dispositif. Comme ça, on va un peu apprendre à se connaître et aussi voir comment on peut utiliser les outils mobiles, parce que là, vous devez utiliser vos outils mobiles. Et donc, si vous pouvez sortir soit votre tablette, soit votre ordinateur, soit votre téléphone Nokia 3310, parce que ça marche aussi. Et donc, le dispositif qui est mis en place ici, il vous propose deux options. Une première option, si vous avez accès à du réseau, à ce moment-là, vous devez vous connecter avec votre navigateur sur www.wootlab.com/Genève. Facile. Et à ce moment-là, vous arrivez sur un écran qui vous montre un sablier. Et donc, tant qu'il n'y a pas de question, évidemment, il n'y a rien qui peut se passer, mais le sablier indique que vous êtes connecté. Deuxième possibilité, vous n'avez pas d'accès au Wi-Fi, ce qui peut arriver dans un certain nombre d'établissements, et donc on peut utiliser des textos, des SMS, je ne sais pas quel est le terme adéquat en Suisse, mais en Belgique c'est SMS, donc c'est comme ça que je les appelle. Et là, en fait, ce que vous devez faire, c'est que vous devez envoyer un premier message qui est @Genève, qui est le même code que celui sur Internet, au numéro qui est un numéro suisse, 079, 79, oui, enfin bon, en fonction du français suisse, vous adapterez 807 19 48. Et donc là, normalement, on devrait voir le nombre de participants connectés. Et donc, c'est déjà une manière d'utiliser tablette ou mobile en classe et qu'on peut exploiter avec ses élèves. Éventuellement, je le fais avec vous pour vous montrer que c'est exploitable avec des élèves. C'est un outil, dans ce cas-ci, qui est gratuit pour une quinzaine, vingtaine d'élèves, comme toujours. Après, il faut payer, bien sûr. Ces gens doivent vivre aussi en tant que développeurs. Mais il existe des formules gratuites qui sont équivalentes. Mais voilà, c'est l'esprit. Donc, 41 personnes connectées. Ça me semble plus ou moins, on va dire, 2/3 de l'effectif qui est ici. Donc, on peut commencer parce que vous allez voir que le code reste toujours en haut de l'écran. Et donc, on va juste faire le test, hein, c'est pour essayer, quoi. Voilà, première question simple pour voir un peu. Alors, vous voyez que ici, on peut afficher les résultats en direct. Donc, on peut décider comme enseignant de les afficher ou pas. Ça veut dire que vous pourriez demander à vos élèves, répondez d'abord, et ensuite, on regardera ensemble. Donc, vous avez ce choix-là. Hein, c'est une option qui est offerte. Plus ou moins partagé, 39 réponses. Voilà. Merci beaucoup. Alors, deuxième question. Voyons un peu quelle est la tranche d'âge. On n'est pas obligé de répondre, comme vous voyez, si vous répondez 7, si vous ne voulez pas donner votre... Ici, c'est anonyme. On peut rendre ça... on peut demander aux gens de s'identifier. Donc, vous pouvez
demandez à vos élèves, à vos étudiants de vous s'identifier pour que vous évitiez parfois des dérapages. Il y a un mur derrière où on peut écrire et parfois quand on est sans, on peut. Alors, la question de l'âge tout à l'heure qui a été évoquée, la question qui a été posée à Franck, pour répondre à ça, souvent, ce que moi j'utilise, c'est cette question-ci. Est-ce que vous connaissez l'âge moyen des joueurs de jeux vidéo ? 45 ans. 45 ans, l'âge moyen des joueurs de jeux vidéo. Donc, l'âge n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'utiliser des outils, entre guillemets, d'aujourd'hui. Ils existaient déjà il y a quelque temps. Donc, ne soyons pas obnubilés par cette question d'âge. Ce n'est pas celle-là qui détermine les éléments. Voilà, une deuxième. Alors maintenant, vous allez voir une autre manière de représenter les choses. Je vais vous demander, voilà, si vous pouvez, là vous devez écrire, c'est un texte ouvert, enfin une réponse à question-réponse ouverte, donc vous devez taper du texte, et vous allez voir qu'on peut faire apparaître les réponses sous un format qui est celui d'un nuage de mots. Donc en fonction de ce que vous allez écrire, on peut le faire apparaître directement, et donc avec de nouveau vos élèves, vous pouvez directement voir un peu quel est le profil. Après, ça dépend ce que chacun écrit, parce qu'avec les petites nuances d'orthographe ou de mots séparés, bon, c'est pas toujours aussi... C'est un format, mais on peut rendre ça beaucoup plus austère. Hein. Ça, c'est beaucoup plus austère. On peut jouer comme ça, voilà. Les coordinatrices pédagogiques sont bien représentées. Bravo. OK. Alors, maintenant, on va un peu, par rapport au numérique, se prononcer. Donc ici, vous pouvez introduire plusieurs réponses simultanément. Pour ceux qui utilisent les textos SMS, pour répondre, donner plusieurs réponses, on écrit un chiffre, un espace, un chiffre, et puis on envoie si on a plusieurs réponses que l'on veut transmettre. Pour la version web, bien sûr, vous cochez, puis après, vous pouvez... Donc, que pensez-vous, ici, dans notre auditoire, de l'utilisation du numérique pour apprendre? Donc, il y a plusieurs réponses que vous pouvez cumuler, si vous le souhaitez. Donc, pour l'instant, j'ai décidé de ne pas les montrer pour ne pas donner de tendance. Ça va, tout... Tout ça peut se commenter, bien sûr, et c'est à ça que ça sert. Alors, ok, j'y reviendrai tout à l'heure. Juste, je voulais vous montrer, donc en termes d'usage, que ici, vous pouvez générer un rapport en PDF et vous pouvez avoir tout ce que tout le monde a, enfin, tout ce qui a été répondu, et puis le transmettre aux participants. Dans un second temps, on peut garder une trace très rapidement. Voilà, donc c'est une manière de faire qui peut être utilisée. Donc voilà, petite introduction avec un outil et un usage du numérique. Et je vais, cette fois-ci, passer à mon exposé. Mais on reviendra tout à l'heure sur ces réponses et ces interactions et d'autres manières de faire. Premier élément, tablette mobile, tactile, je ne vais pas y revenir beaucoup. Mais voilà différentes illustrations d'usages possibles que permettent ces tablettes qui sont mobiles. Vous voyez, des élèves peuvent les utiliser de façon indépendante et chacun en dispose d'une. Ou bien ils n'en ont qu'une pour plusieurs. Ou bien ils en ont plusieurs, mais sont ensemble à travailler collectivement autour de chacun leur tablette. Ou bien ils sont à l'extérieur. Donc, parler de l'usage des tablettes ou de la manière dont on utilise les tablettes ou du bénéfice que la mobilité des tablettes peut apporter, ça recouvre encore toute une série de modalités d'usage qui sont très diversifiées. Et donc, de nouveau, on est dans la tâche. C'est qu'est-ce qu'on leur demande de faire avec ces tablettes?
Et c'est bien ça qu'il faut considérer. Et c'est bien dans cette scénarisation-là qu'il faut se positionner pour après en déterminer une forme d'efficacité. De la même manière, l'avantage du tactile, on a évoqué tout à l'heure le fait d'écrire ou que l'utilisation d'une forme de rédaction à l'aide de la tablette n'est pas favorisée. Ben oui, le clavier n'est pas vraiment le plus opportun pour écrire de façon classique. Mais il n'empêche que pour certains apprentissages, le fait pour un enfant de pouvoir repasser sur la lettre comme il le ferait, alors ça ne remplace pas le fait de le faire dans du sable, hein. C'est-à-dire que c'est tout aussi important de le faire de façon réelle. Mais c'est aussi une manière d'exercer, de vérifier, peut-être d'avoir un retour sur est-ce que l'enfant est capable de bien tracer sa lettre, et après je peux analyser la trace de ce qu'il a fait. Et donc ça, en termes d'information pour l'enseignant, c'est quelque chose qui peut être utile. Vous voyez aussi le fait que nous avons 10 doigts, eh bien ces doigts, l'aspect digital tactile peut aussi servir à travailler des représentations de nombres. Donc, voilà, des avantages que la tablette possède, la mobilité, l'aspect tactile, eh bien, comment peuvent-ils être exploités d'un point de vue pédagogique? Eh bien, il y a en tout cas de nombreux éléments qui peuvent être mis en avant par rapport à ça. Mais la question, c'est bien ça. Ce sont des outils, et ensuite. Et donc, ce n'est pas la question de l'outil qui va primer, c'est la question, comme l'a dit Franck, de la tâche qui est derrière et de la tâche qu'on va leur proposer avec ces outils. Et c'est là, bien sûr, qu'on commence en tant qu'enseignant, en tant que responsable d'enseignement, à se poser les vraies questions. Et donc, déjà, tablette numérique, de quoi parle-t-on? De compétences au numérique, de compétences que l'on acquiert par le numérique, et déjà cette distinction que connaissent bien les responsables d'éducation aux médias ou d'éducation par les médias, ben c'est la même distinction qu'on peut réaliser. Et là, donc j'ai entendu en discutant ce midi que dans votre canton ou dans les cantons avoisinants francophones, en tout cas, on a déjà cette possibilité d'avoir une forme de référentiel qui permet de déterminer quelles sont ses compétences. Au niveau européen, il en existe un modèle, DISCOMP 2.1 de 2017, qui met en avant toute une réflexion sur la manière dont les compétences numériques peuvent être développées. Et elles sont réfléchies à plusieurs niveaux, tant du point de vue des enseignants, en orange à gauche sur le graphique qui est là-bas en haut, et à droite, en rouge, ce qui concerne spécifiquement les élèves, les étudiants, ceux qui doivent apprendre. Et donc là, on a plusieurs domaines, l'éducation aux médias, l'éducation à l'information, comment traiter l'information, ce qui est essentiel avec le numérique aussi, les nouveaux modes de communication, de collaboration que ces outils supposent. Est-ce que si aujourd'hui on vous enlève votre téléphone, vous communiquez encore comme vous le feriez? Ben non, bien sûr. Vous avez changé votre mode de communication. Les élèves, les enfants aussi, ont changé leur mode de communication. La production, on en a parlé. Ils sont producteurs, ils peuvent être producteurs, et ils sont de plus en plus producteurs. Et on n'imagine pas la quantité de production que, entre guillemets, on peut produire, on peut réaliser en tant que jeune, et on y reviendra tout à l'heure. L'usage citoyen, l'usage responsable de, comment on est critique par rapport à la manière dont on l'utilise dans des contextes qui sont des contextes de vie au quotidien. Donc, ces compétences, elles doivent être inscrites quelque part parce que c'est ça qui permettra aussi, d'une part, d'y réfléchir dans un premier temps, mais après de les travailler avec eux dans les classes, dans les établissements scolaires. Ensuite, l'éducation par le numérique. Et dans l'éducation par le numérique, ce que l'on va évoquer, c'est le fait que c'est un moyen parmi d'autres, mais dont, bien sûr, le sens va reposer d'un livre numérique documentaire sur le Brésil. Leur but est de dégager les caractéristiques du pays pour aboutir à la production d'un écrit présentant le Brésil et qui sera publié sur le site internet de l'école. Les élèves commencent par une lecture individuelle sur leur tablette avec un questionnaire papier à renseigner. Tous sont équipés d'un casque qui leur permet de bien entendre et d'écouter les sons sans gêner le reste de la classe. C'est la question du scénario pédagogique. Que leur propose-t-on de faire? Comment scénarise-t-on une activité dans laquelle les tablettes interviennent? Et quelles applications sur les tablettes? Et quelle information leur donne-t-on pour qu'ils puissent réaliser cette activité? Est-ce qu'il y a du papier à côté? Voilà, c'est ça qui est important, c'est définir ce scénario pédagogique, cette cohérence pédagogique sur laquelle on doit insister sans cesse en tant qu'enseignant.
Donc, au et par le numérique, déjà cette distinction-là, elle n'est pas innocente, elle n'est pas négligeable. Et donc, comment l'intègre-t-on dans nos activités d'enseignement pour que les élèves puissent apprendre? Intégrer le numérique dans les dispositifs, les enseignants peuvent et doivent réfléchir à la manière dont ils vont intégrer le numérique dans leurs activités. Parce qu'intégrer le numérique, ça ne veut pas non plus dire quelque chose d'unique, et ce n'est pas non plus en fonction d'une seule tâche ou d'une seule manière d'imaginer les tâches que le numérique va être intégré de façon pertinente. Et donc, il y a un modèle, il y en a d'autres de ce type-là, qui est un modèle à quatre niveaux, dans lequel on a une première phase qui est une phase qu'on appelle de substitution, et on y reviendra tout à l'heure, une phase d'augmentation, ça veut dire qu'on passe à un niveau un peu supérieur, et puis deux autres phases qui sont vraiment des intégrations du numérique qui changent la tâche, en fait, parce que sans le numérique, cette tâche-là ne serait pas possible s'il fallait la réaliser. Ce sont des tâches de modification ou des tâches de redéfinition. Pour les illustrer, quand on fait de la substitution, eh bien, en fait, on réplique ce que l'on faisait sans numérique, avec un outil numérique. Vous avez une calculette sur votre tablette, vous aviez une calculette sur votre bureau, eh bien, en gros, on utilise la calculette de la tablette, on fait quelque chose qui est à peu près similaire. Il y a la question qui se pose souvent, on prend l'exemple de, on utilise Word pour taper du texte, et on écrit, enfin, à la place des... Est-ce que c'est vraiment de la substitution? On peut discuter. Mais en tout cas, c'est écrire avec un outil, c'est toujours écrire. Mais ce n'est pas exactement la même chose non plus. L'augmentation. On améliore de façon fonctionnelle. Vous avez une encyclopédie, papier. Si vous avez une encyclopédie électronique, sur laquelle il n'y a rien de plus que de l'encyclopédie papier, ben c'est de la substitution. Par contre, si dans votre encyclopédie électronique, vous pouvez aller appuyer sur une image et voir une vidéo du perroquet enfin, là, il y a une augmentation parce que le dispositif électronique amène quelque chose de supplémentaire par rapport à ce qui existait au format papier. Donc on a une forme d'augmentation de ce qui existait auparavant. Ensuite, on a des tâches de modification, donc qui reconfigurent la tâche. Quand vous utilisez un Google Drive, un Google Docs, eh bien, vous travaillez toujours sur du texte qui est écrit. Simplement, vous pouvez faire écrire de façon collaborative, et donc ce n'était pas réalisable précédemment, mais grâce à l'outil, vous pouvez faire quelque chose qui n'était pas faisable auparavant. Et donc, quelque part, il y a une modification de la tâche qui était la tâche première, qui était celle de... on écrit, et on écrit ensemble, mais ici, l'outil permet d'écrire vraiment ensemble sur le même document sans devoir se l'échanger. C'est bien le même document. Et enfin, on peut créer de nouvelles tâches. Et donc là, on est dans la redéfinition. Vous voulez créer un poster qui est interactif sur lequel vous allez mettre des boutons, vous allez pouvoir l'envoyer et la vidéo s'affichera quand on passera sur une zone. Ça, sans le numérique, sans l'outil numérique qui permet de le concevoir, ce n'est pas possible. Et donc la question qui se pose ici, c'est quand un enseignant utilise le numérique, en fait, a-t-il une conscience de ce qu'il fait? À quel niveau se situe-t-il? Alors l'important n'est pas nécessairement d'être tout le temps au niveau de la redéfinition, parce qu'on sait bien que c'est la variété des tâches qui compte. Et donc, varie-t-il suffisamment ces tâches avec le numérique, mais a-t-il conscience qu'il est à ce niveau-là et que ce qu'il fait est de cet ordre-là? Donc c'est un outil de réflexion pour s'interroger sur sa pratique avec les outils numériques. Quelques manières d'utiliser le numérique avec les élèves, et la question de l'inclusion se pose souvent, les élèves en difficulté, et les tablettes peuvent apporter certaines réponses à ces élèves en difficulté. Par exemple, des élèves qui ont des problèmes de type 10, eh bien, il y a des polices de caractère qui sont directement adaptables avec l'outil qu'ils utilisent habituellement. Donc c'est l'illustration, vous voyez là au milieu, avec la tablette avec Wikipédia, et en fait, il a une petite option supplémentaire sur sa tablette qui lui permet d'afficher ce qui est sur Wikipédia dans une police de caractère qui lui permet de la lire plus facilement. Donc cet enfant qui a des difficultés de type dyslexie, eh bien, en fait, il est aidé par un support qui existe sur la tablette et qu'il peut à ce moment-là, enfin, qui lui permet d'accéder au savoir auquel les autres ont accès habituellement. Pour des enfants qui ont des problèmes de communication, il y a des applications particulières qui sont développées. Pour d'autres individus qui ont des difficultés plus importantes, eh bien, il y a des possibilités qu'offre l'interface tactile qui sont exploitées pour pouvoir leur permettre
oui, d'être inclus dans un dispositif peut-être au même titre que les autres élèves quand ils sont dans une tâche d'apprentissage. Ah ben voilà, il y avait une petite. Donc c'est pas. Là, c'est des déficients visuels. Donc c'est une enseignante qui explique ce qu'elle fait. Je suis enseignante en ULIS-TFV au collège Jean Fernel à Clermont-de-L'Oise. Depuis maintenant 1 an et demi, nous travaillons avec du nouveau matériel, l'iPad, d'accord, donc c'est une tablette numérique avec des élèves malvoyants et non-voyants. Donc c'est ce qui paraît étonnant effectivement, mais ça permet à l'aide de dessins tactiles en relief d'associer une synthèse vocale et de rentrer ainsi sur ces documents des commentaires pédagogiques et rendre à la fois aussi les activités un peu plus ludiques. Activités ludiques dont ils sont souvent privés sur les outils informatiques classiques, puisque les jeux à but pédagogique sont souvent des formats images ou des formats flash qu'ils ne peuvent pas lire. Donc vous voyez la créativité pédagogique pour que ces enfants-là puissent être intégrés dans des dispositifs d'apprentissage avec des outils qui sont des outils tels que ceux-là, eh bien c'est possible, ça existe, il y a une grande créativité aussi de la part d'un certain nombre de concepteurs. Ce qui touche à la réalité augmentée, là c'est clair que c'est dans les dispositifs qui sont des dispositifs de type redéfinition. L'exemple des QR codes, la possibilité de pouvoir scanner à un endroit particulier. Dans ce cas-ci, vous voyez, chez Mercedes, j'ai pas d'action chez Mercedes. Ils font de la pub que vous pouvez visualiser grâce au fait de scanner un QR code. Comment on peut utiliser ça en classe? Eh bien, il y a des enseignants qui, par rapport à des pratiques particulières, donc dans ce cas-ci, l'apprentissage de l'imparfait, mettent un QR code pour que leurs élèves, quand ils n'ont pas compris comment ils devaient faire à partir uniquement de l'exemple qu'il leur a fourni, eh bien, plutôt d'aller questionner l'enseignant, ils scannent le QR code parce qu'ils ont une tablette en classe, et à ce moment-là, il peut... Aujourd'hui, nous allons voir une astuce simple pour conjuguer quasiment tous les verbes à l'imparfait. Prenons le verbe finir. Pour le conjuguer à l'imparfait, nous allons d'abord avoir besoin de sa forme au présent conjuguée à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Donc nous finissons. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'imparfait, bien sûr, mais voilà l'utilisation possible. Donc, l'enseignant a préparé cette petite capsule vidéo qui sont faites dans ce cas-ci avec Keynote ou PowerPoint. Il a mis du son, il intègre le QR code sur des pages qui permettent après aux enfants d'être autonomes. Ils prennent la tablette, ils ont besoin d'une information, ils la gèrent en autonomie et peuvent aller accéder à ce dont ils ont besoin. Alors, interroger ces élèves dans un environnement augmenté. Et donc là, on va faire le petit test ensemble. Je vous ai donné des petits cartons, enfin, ils sont passés, et vous voyez, ça ressemble à des QR codes. Et donc, là, en fait, les élèves n'ont pas besoin d'autre technologie que le carton. Donc, là aussi, c'est un outil qui est gratuit. Plickers, vous allez sur Internet. C'est gratuit, les fiches s'impriment gratuitement, le logiciel est gratuit, l'usage est gratuit. Profitons-en, ça fait quelques années que ça dure, mais ça permet de créer une interactivité avec des groupes comme celui que vous êtes ici. Donc, je vais me brancher après sur l'interface, bien sûr, que l'enseignant doit avoir. Et donc, vous voyez que votre code, QR code que vous avez sous la main, en fait, il comporte un chiffre, c'est-à-dire que personne n'a le même chiffre que son voisin. Ça veut dire que vous pouvez, dans une classe, attribuer un code à chacun et vous pouvez identifier qui est qui. Donc, vous pourriez dire que le 3, c'est un tel et garder toute l'année le chiffre associé à la personne. Ensuite, vous voyez que sur votre QR code, il y a 4 lettres, chacune associée à un côté. En fait, ça permet, quand vous allez me le présenter, de me dire quelle est la réponse parmi les 4 que je pourrais vous proposer, 4 maximum, que vous sélectionneriez parmi celles qui vont être proposées sur l'écran, comme tout à l'heure avec WooClap. Sauf qu'ici, ce qui va se passer, c'est que l'élève, vous, dans ce cas-ci, vous allez me présenter le QR code face à moi, et avec la tablette, donc l'enseignant a sa tablette, je vais scanner l'auditoire, et vous allez voir les résultats apparaître. Donc là, il n'y a que l'élève qui a besoin de carton, et le prof qui a besoin d'une tablette et d'un mode d'affichage. Donc, la question est la suivante. Qui dans cette salle a un ordinateur, un smartphone, les deux, aucun des deux? Alors, quand vous avez votre réponse, moi, ce que je vais... Enfin, vous allez me la présenter, et moi, je vais scanner vos réponses. Si vous voulez les
Et je les vois jusqu'au fond. Hein. Ici je vois que jusqu'au fond de la salle, elles sont toutes. Voilà. Et donc vous pouvez commenter ce qui se passe, comme on l'a fait avec Ouclap tout à l'heure, sauf qu'ici, pas besoin de smartphone pour les élèves, un carton, une tablette chez l'enseignant, et on peut avoir une interaction qui est rendue possible, et une forme de contrôle de l'apprentissage, si on veut. Donc voilà un usage de la réalité augmentée, vous voyez, avec une technologie que l'enseignant possède, que nécessairement l'élève ne doit pas avoir, mais qui permet de créer de l'interactivité. Alors, une autre possibilité, c'est celle d'utiliser de la réalité augmentée, ça veut dire de rajouter. Alors là, je dois jongler avec tous mes trucs, mais ne vous inquiétez pas. Donc en fait, ici, on a des élèves qui ont fait des exposés, et ces exposés ont été filmés, et ils sont visibles, rendus visibles, à l'aide d'une application qui s'appelle Aurasma, qui est une application de réalité augmentée. Et donc, je vais vous montrer comment ça marche. Vous voyez cet écran vert qui était là. Bien, je vais vous montrer ce qui se passe si je le scanne avec l'application que j'ai sur ma tablette. Donc, je vais débrancher ceci. Je vous le fais en live, direct. Et donc, je vais même mettre le son sur la tablette, si ça marche. On verra. Donc, voilà, ici, ça c'est l'application Aurasma qui cherche quelque chose à scanner. D'accord? Et donc... Bonjour, nous allons vous présenter nos QR sur l'électricité. La première question est, d'où vient l'électricité? Nous répondrons à la deuxième question est, comment fait-on pour allumer deux moteurs avec une seule pile? Si je quitte, n'a plus rien, j'ai l'image officielle et chaque fois je remonte. Bonjour, voilà. Nous allons vous présenter notre... D'accord. Donc ça c'est une possibilité que l'enseignant a. À partir d'une image fixe, il peut mettre dans le couloir de l'école toute une série de propositions que les élèves ont faites de faire des exposés. Et en fait derrière, il y a réellement leur exposé. Et donc à l'aide de cette application, il peut leur permettre, franchement, il faut... Je vais dire 1 heure d'apprentissage pour faire quelque chose comme ça avec Aurasma. Après, évidemment, il faut prendre le temps de le faire et que ça soit effectivement quelque chose qui soit rendu possible par la formation, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, oui, l'élève est producteur. Mais s'il est producteur, est-ce que ces productions sont rendues visibles? Comment on les rend visibles? Est-ce qu'on les diffuse simplement sur Internet? Et s'il est producteur, il est producteur de quelle manière? Ça veut dire qu'il est producteur encadré par son enseignant, ou bien il est producteur, comme on peut le voir sur YouTube, et crée lui-même sa chaîne vidéo sur des thématiques. Et vous voyez ici, Dirty Biology. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Bon, là, je ne vais pas vous l'afficher, mais on trouve tout aussi. Et donc, on encadre ou on n'encadre pas? Et donc, on peut rendre les élèves producteurs ou les aider à être producteurs, on peut les cadrer par rapport au fait qu'ils soient producteurs, mais c'est aussi le fait que l'enseignant prenne ça en charge, structure, que la possibilité va se révéler effective et aussi sous une forme de contrôle de la part de l'enseignant. On l'a évoqué tout à l'heure aussi, en éducation physique et de la santé, avoir la possibilité de photographier les mouvements, de filmer les mouvements pour l'enseignant en contexte réel, et après de montrer quel est le mouvement adéquat en fonction du fait qu'il y a un parallélisme à respecter, qu'on peut dessiner sur l'image, qu'on peut remontrer l'image. Voilà, il y a des logiciels qui permettent de faire ça très facilement, très aisément. 5 minutes? Pas de problème, j'y arrive. Non, pas de souci, je suis bien dans les temps. Voilà donc une application aussi avec de nouveau la tâche que l'enseignant peut réaliser à l'aide du numérique pour que ses élèves, quelque part, augmentent leurs compétences dans un domaine particulier. On peut prendre tous les domaines. Hein. En mathématiques, il y a des applications qui permettent réellement d'utiliser l'aspect tactile. Donc, c'est ce que vous voyez dans les 3 schémas des 5 figures qui sont là en haut. Hein. Tracer avec son doigt le quadrilatère, tracer avec son doigt le triangle, va lui permettre d'obtenir un feedback, quel que soit son âge. Mais il peut le faire seul, il peut le faire avec une application qui est prévue pour ça, qui est vraiment un jeu aussi... qui est très, très ludique et qui permet d'avancer dans des stades différents pour aller vers une forme de complexité de plus en plus importante.
Comme Franck l'a évoqué, ce n'est pas ce sur quoi j'ai centré ma présentation, mais on a aussi réalisé des expériences avec des outils comme Scratch qui permettent de faire du codage, de l'algorithmique pour enfants jeunes, de comprendre comment ça fonctionne. Et la question qu'on s'est posée là, c'est bien de le faire uniquement avec la tablette ou c'est bien de le faire avec des cartes qu'ils peuvent aussi manipuler pour ne pas le faire qu'avec la tablette. Et bien sûr, pas trop de surprise dans nos résultats, c'est le fait que quand on accompagne l'usage de la tablette avec un support que l'enseignant va construire, que l'apprentissage est le plus effectif et le plus favorable. Et donc, de nouveau, la question de la structure revient et du fait que la tâche soit prise en charge par l'enseignant et encadrée par l'enseignant, c'est celle qui apporte un bénéfice à ce qu'il réalise. On peut aussi utiliser les possibilités de la tablette pour montrer et travailler sur des décompositions. En termes mathématiques, on peut avoir des illustrations, faire de la manipulation qui ne serait pas possible autrement parce que les supports et les applications qui sont associées l'autorisent. Je vais donc en venir à ma conclusion, donc ça tombe bien avec les 5 minutes. Ma conclusion, en fait, elle est sous une forme d'éléments redondants qui vont aller dans le même sens que ce que Franck Amadieu a pu dire. C'est-à-dire, d'une part, les outils en tant que tels ne sont pas intrinsèquement, les tablettes ne sont pas intrinsèquement quelque chose, un outil qui va faire réussir l'élève. Ce sont des outils, et tous les outils le sont. Vous pouvez prendre les tablettes, vous pouvez prendre le marteau, enfin, tous les outils sont à potentiel cognitif. À potentiel cognitif, ça veut dire que c'est la manière dont l'enseignant va l'insérer dans un dispositif d'apprentissage que cet outil potentiellement cognitif va favoriser l'apprentissage. Et c'est ça que ce modèle dit. Donc, ne prenons pas pour argent comptant le fait que parce qu'une technologie existe, quelle qu'elle soit, elle va forcément apporter quelque chose à l'élève s'il n'y a pas une forme de mise en œuvre, de mise en musique, de mise en contexte de la manière dont cet outil doit être exploité. Parce que oui, c'est bien ce que Franck évoquait aussi tout à l'heure, le potentiel est là, hein, mais si avec un aspirateur vous continuez à battre les tapis comme avant, en fait, on fait la même chose que ce qu'on faisait précédemment, alors qu'on a des outils qui permettent de faire autrement, qui permettent de faire mieux. Si avec la tablette vous continuez à les faire lire comme vous le feriez lire dans un bouquin, ben, quel est l'intérêt de la tablette? Je ne vois pas. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire d'autre? Donc, c'est bien la question de, en termes pédagogiques, quelles sont les nouvelles situations qu'on essaye de créer, de construire, pour qu'il y ait quelque part un apprentissage différent qui soit mis en œuvre. Alors après, qu'il soit plus efficace, c'est forcément encore une autre question. L'alignement pédagogique. Est-ce que votre tablette, est-ce que vos outils sont au service de vos objectifs? Est-ce que l'évaluation est cohérente avec l'outil que vous utilisez? Vous leur demandez d'utiliser la tablette, mais vous les interrogez sur du format papier. Donc, est-ce que la question de l'alignement pédagogique, cette question, vous pouvez y répondre positivement quand vous faites utiliser un outil comme celui que peut être la tablette. Ensuite, il y a un croisement de deux axes qu'on utilise régulièrement pour montrer que justement cette importance de la structure, elle est toujours positive quand l'enseignant la prend en charge ou la réfléchit. Si vous donnez une tablette à un élève, que vous lui dites « utilise-le quand tu veux pour faire ce que tu veux », ben, ne soyez pas surpris qu'en fait, en termes d'apprentissage par rapport à ce que vous attendez, il n'y ait pas grand-chose qui se passe. Par contre, si vous lui donnez la possibilité d'intégrer la tablette dans un usage, dans un contexte que vous allez vous définir, parce que vous pensez que c'est un contexte dans lequel la tablette peut s'appliquer de façon intéressante, alors là, il y a des chances que quelque chose puisse se passer, puisque vous avez construit la situation en pensant, comme responsable d'enseignant et comme enseignant, que c'est bien dans ce contexte-là que ça peut apporter, ça peut être un moyen pertinent et adéquat. Alors en plus, si vous pouvez concevoir des applications ou concevoir des contenus que vous allez structurer pour qu'ils soient adaptés à la tablette, eh bien vous allez encore renforcer cet élément structurant qui va faire que ce que vous allez proposer avec la tablette va correspondre aux objectifs que vous voudriez atteindre.
Et donc, tout est question de où se situe-t-on dans le paysage de cette possibilité de donner de l'information brute ou structurée et de proposer un usage soit qui soit intégré dans un contexte qui est défini par l'enseignant ou par l'institution, ou bien un usage qui est tout à fait libre. Et bien sûr qu'on n'observe pas la même chose si ces conditions-là sont prises de façon... on ne peut pas les considérer comme équivalentes, en fait. Et donc, ce qui est important, c'est on conçoit une activité dans laquelle on intègre un outil numérique, la tablette dans ce cas-ci, on le met en œuvre, ensuite on évalue, est-ce que ça marche, qu'est-ce qui marche, en quoi est-ce que ça marche, quels sont les freins, quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées, et puis on régule, on ajuste. C'est ça la démarche qualité. Et je pense que quelle que soit l'innovation, il y a toujours un moment où ce processus-là, il faut se poser la question de où on en est. Qu'est-ce qu'on a conçu comme activité qui intègre les outils? Les a-t-on mis en œuvre vraiment? Parce qu'après, on peut avoir les bonnes idées, mais jamais le faire. Et après, quand on l'a fait, est-ce qu'on a pris le temps d'évaluer, de mettre en avant les avantages, les inconvénients? Et puis enfin, à partir de là, à partir de ces diagnostics, on va pouvoir réguler les choses d'une manière qui vont permettre de pouvoir améliorer le dispositif. Tout à l'heure, on parlait de réseau. Eh bien, voilà un petit réseau belge sur Twitter d'un certain nombre de collègues, d'amis, de personnes, pas que belges d'ailleurs, mais qui échangent des informations dans le domaine de l'usage du numérique. Et donc ça aussi, je pense que ça fait partie de ce à quoi les enseignants, les institutions doivent adhérer quelque part. C'est est-ce qu'on a son réseau, est-ce qu'on constitue son réseau pour être informé, pour informer les autres, pour partager. Enfin voilà, moi je pense que c'est essentiel. Et à l'ère de la communication aujourd'hui au travers de ces différentes possibilités qu'offrent les outils, comment le fait-on pour nous? Comment pousse-t-on les futurs adultes de demain à faire ça aussi? Et donc, comment, dans la culture numérique qu'on essaye de leur faire acquérir, est-ce que ce type de message passe? Et puis, comment ces pratiques sont-elles, à un moment donné, favorisées Voilà, je crois que je suis au bout. Hein, oui, voilà, je suis presque juste dans le bon timing. Voilà, merci beaucoup.